Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la résolution d'un nouvel exercice. Nous sommes rendus au problème 1.9. L'exercice est le suivant. Quelle est la contrainte maximale en flexion à laquelle cette poutre, bon, bien évidemment la poutre en image, dont la surface est de 10 cm fois 10 cm est soumise? Donc, on peut voir la poutre en question. Donc, cette poutre qui est soumise par deux chargements ponctuels, dont un chargement au point A de 20 kN, un deuxième chargement de 15 kN au point C, et enfin, on a un chargement réparti sur une longueur de 3 mètres entre D et E, qui a une charge de 10 kN par mètre. Donc, on nous a donné dans cet exercice l'expression. Donc, on a donné l'expression de la contrainte de flexion max qu'on veut calculer, qui est égal au moment fléchissant fois Y max divisé par le moment d'inertie. Donc, on va voir dans cette vidéo la résolution de cet exercice. Donc, en solution, on cherche à calculer dans cet exercice la contrainte de flexion maximale. Donc, on va réécrire tout simplement l'expression qui est égale au MF, qui est le moment fléchissant ou le moment de flexion, fois Y max divisé par le moment d'inertie. Donc, il sera question de déterminer bien évidemment MF, Y max et I, qui est le moment d'inertie. Donc, on nous a donné les informations sur la section de la poutre. La poutre a une section carrée de 10 cm fois 10 cm. Donc, si on essaie de schématiser un peu notre poutre sur un morceau, donc on a un peu pris une partie de la poutre. Donc, si on essaie de modéliser notre poutre, on peut bien modéliser notre poutre vu qu'on connaît la nature de sa section. Donc, la poutre a une section carrée de 10 cm fois 10 cm. Donc, pour déterminer YF, schématiquement, on peut déterminer Y max, autant pour moi. Y max qui est tout simplement égal à la distance, la plus grande distance qui existe donc, entre la fibre neutre et la fibre supérieure. Donc, on sait bien que la fibre neutre passe par le centre de gravité de la section de la poutre. Et on a représenté aussi ici la fibre supérieure. Donc, la dénivellation entre ces deux fibres-là correspond à Y max, qui est tout simplement la distance entre la fibre neutre et la fibre supérieure. Donc, schématiquement, Y max, on voit bien que ça va être égal à H sur 2. Donc, on aura donc Y max qui sera égal à H sur 2. H qui est égal à 10 cm, bien évidemment. La section est une section carrée, donc qui est de tous les côtés sont égaux à 10 cm. Donc, ce qui nous fait Y max qui sera égal à 10 sur 2, qui est égal à, bien évidemment, 5 cm. Donc, vu qu'on nous a donné les dimensions de la poutre en mètres, on va convertir le tout en mètres, qui est égal à 0,5 mètres. On peut aussi déterminer le moment d'inertie grâce aux caractéristiques géométriques de la poutre. Donc, on connaît la formule pour une poutre de section carrée. Le moment d'inertie est égal à BH au cube sur 12. Donc, ici, B et H sont égaux et sont égales à 10 cm vu que la section de la poutre est une section carrée. Donc, on a juste eu à faire l'application numérique en remplaçant B et H par leur valeur. Ce qui nous fait I, le moment d'inertie qui soit égal à 833,33 cm au carré, à la puissance 4. Donc, si on convertit en mètres, ce qui nous donne 833,33 fois 10 moins 8 mètres à la puissance 4. Donc, on a déjà déterminé dans la formule de la contrainte de flexion max, on a déjà déterminé Y max, on a déterminé le moment d'inertie I. Donc, il nous manque tout simplement à déterminer le moment de flexion. Donc, pour déterminer le moment de flexion, on va faire une étude complète
de la poutre, vu qu'ici, on veut le moment de flexion maximale. Donc, on va faire une étude complexe de la poutre pour déterminer quel est le moment de flexion ou le moment fléchissant encore. On peut encore appeler le moment fléchissant maximal de la poutre. Donc, on veut donc déterminer le moment fléchissant maximal sur la poutre. Donc, on va commencer à faire le DCL de la poutre. Le DCL qui est tout simplement la modélisation de la poutre avec ses interactions. Donc, on sait déjà que la poutre en A est chargée par un changement ponctuel en A, FA, qu'on va appeler ici FA, qui est égal à 20 kN. Au point B, la poutre est appuyée par une réaction, donc on va représenter l'effort de réaction qu'on va appeler ici REB. Et on va bien évidemment modéliser aussi l'effort ponctuel qui est appliqué au point C, qu'on va appeler FC, qui est égal à 15 kN. Donc, on va modéliser aussi notre chargement reparti qui est sur la longueur DE, qui est une charge qu'on va appeler cette charge QDE, qui est égale à 10 kN par mètre. Et au point F, on a encore un effort de réaction, vu que la poutre est appuyée, on a un appui au point F, donc on va représenter cet appui par un effort de réaction qu'on va appeler REF. Donc, on a donc présenté au complet toutes les interactions de la poutre. Donc, c'est ça qu'on appelle le DCL de la poutre, le diagramme du corps libre, c'est-à-dire qu'on représente la poutre avec toutes ses interactions. Donc, une fois qu'on a représenté ceci, on voit bien que on ne connaît pas la valeur des réactions REB, RF. Donc, tout de suite, on va déterminer ces deux valeurs-là. Donc, on va déterminer REB et REF. Donc, pour déterminer dans les réactions aux appuis, c'est-à-dire REB, RF, on va modéliser la poutre donc, avec son DCL. On va présenter les sens positifs du moment de un repère qu'on prend positif en Y ascendant et on va présenter aussi un sens des moments. Donc, si on fait les conditions d'équilibre de cette poutre, on sait que les conditions d'équilibre en statique, la somme des forces en X et en Y sont égales à 0. Et la somme des moments en un point qu'on a choisi ici, le point B, on pouvait choisir un autre point, mais en tout point de la poutre, la somme des moments est égale à 0. Donc, on voit bien que la poutre n'a aucun chargement suivant X, donc on peut dire que la condition est naturellement satisfaite. Donc, aucune force suivant X. Donc, on a donc bien évidemment F, la somme des forces suivant la direction X est égale à 0. On n'a aucune force. Donc, on va se concentrer sur la somme des forces suivant Y et sur le moment au point B. Donc, si on prend la somme des forces suivant Y, on va faire on va représenter tout le bilan des forces qui sont appliquées sur Y. On va commencer par FA. On voit bien que on aura moins FA vu que FA est compté négativement par rapport au repère Y. Donc, on a plus REB. REB compté positivement, même sans ce que Y. Moins FC. Donc, on voit bien que FC est compté négativement, donc est opposé au repère. Donc, c'est pour ça qu'on le compte négativement. Donc, on va aussi bien évidemment prendre l'équivalence de l'effort reparti. Donc, l'effort reparti génère une force équivalente qui est égale à QDE fois DE. Donc, on aura QDE fois DE, le tout compté négativement, vu que l'effort reparti est orienté en opposition avec le sens du repère. Finalement, plus REF, donc vous avez compris la logique, plus REF, le tout égal à 0. Donc, on a pris le bilan de tous les efforts en prenant en considération le sens du repère, des forces qui est égal à 0. Donc, on fait de même avec les moments. Donc, on a le sens du moment compté positif. Donc, tous les efforts qui sont appliqués à notre poutre génèrent des moments. Donc, on va commencer, on calcule ici le moment au point B. Donc, on a la force FA qui génère un moment moins FA fois AB. Donc, on voit bien que le moment généré par le point
par la force FA est compté négativement, vu qu'on voit que le moment qui crée cette force-là est en opposition avec le sens positif qu'on s'est imposé. De même, on aura plus FB fois BC dans le bras de levier. Ici, on a la force FC, son bras de levier qui sera BC, vu qu'on calcule le moment au point du point B. Donc, comptez positivement, vu que le moment que crée cet effort est positif, donc est compté positivement lorsque on prend en considération le sens du repère qu'on s'est imposé. Okay? Donc, si on prend le moment que génère la force repartie, donc une force repartie se résume à une seule force qu'on appelle la force équivalente qui s'applique au milieu du chargement reparti. Donc, si on prend la force équivalente que génère le chargement reparti, cette force-là se situe au milieu de DE, donc se positionne au milieu de DE. Donc, le bras de levier sera donc égal à BD, la distance BD, plus DE sur 2, puisque l'effort équivalent que génère un chargement reparti s'applique au milieu du chargement reparti. Donc, on aura donc la force qui est QDE fois DE, ce qui représente l'effort équivalent généré par le chargement reparti et multiplié par le bras de levier qui sera égal à BD plus DE sur 2, vu que l'effort équivalent généré par un effort reparti se positionne toujours au milieu ou au centre du chargement reparti. Donc, le chargement reparti ici, qui s'applique sur DE, donc l'effort équivalent au chargement reparti s'applique donc sur DE sur 2. Donc, finalement, donc, l'effort, le bras de levier de l'effort REF qui sera simplement égal à BF, donc on aura BF compté négativement par rapport au sens des moments qu'on s'est imposé. Donc, une fois qu'on écrit ça, on se retrouve donc avec une équation de deux, on se retrouve dans un système de deux équations à deux inconnues, donc c'est un système résolvable. Donc, on doit donc résoudre ce système-là. Donc, on connaît tous les efforts FA, FC, et tout ce qu'on veut déterminer, c'est ce qui est marqué en rouge, les deux inconnus, REF et REB. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va tirer une équation en fonction de l'autre. Et la deuxième équation nous permet de calculer directement RF. Donc, on va donc calculer avec l'équation 3 REF. Donc, on va faire un peu de mathématiques. Donc, en jouant un peu avec les différents termes des équations, donc on va renvoyer tout. On va isoler REF pour pouvoir le calculer, vu que dans l'équation 3, la seule inconnue c'est RF. Donc, on va tirer RF dans l'équation 3 et on va exprimer REB en fonction de RF dans l'équation 2. Donc, ce qui devient facile. Donc, on fait la substitution. Donc, on a les valeurs numériques de B, D, E, toutes les valeurs numériques qui nous permettent de faire le calcul. Donc, on peut calculer REF, ce qui nous permet de calculer RF en faisant l'application numérique, en faisant très attention aux signes et aux règles de priorité mathématiques. Donc, on peut déterminer que REF est égal à 17,857 kN. Donc, si on renvoie l'expression, le résultat de RF dans l'équation 2, on peut déterminer également REB. Donc, ce qui nous permet de tirer REB qui sera égal à 47,143 kN. Donc, on a déterminé donc toutes les réactions aux appuis. Donc, on connaît toutes les informations sur les chargements auxquels sont soumis notre poutre. Donc, ce qui nous permet donc de faire maintenant l'étude pour déterminer le moment de flexion maximale. Donc, pour déterminer donc les équations d'effort tranchant et moment fléchissant, les deux qui vont toujours ensemble. Donc, on va donc faire des coupures, vu qu'il faut faire une étude complète de de la poutre pour déterminer le moment fléchissant maximal. Donc ici, on va faire 5 coupures. Donc, on va faire une coupure entre A et B.
une coupure entre A et B, ce qui va constituer le tronçon 1. Bon, on sait qu'à chaque fois qu'on a une discontinuité, on fait une coupure. Donc, une discontinuité peut être un effort, un changement de section. Donc, ici, par exemple, quand on va de A vers B, donc on voit bien qu'on a un effort qui constitue donc une discontinuité. Donc, on va donc faire une coupure entre A et B, ce qui nous donne le tronçon 1. Donc, lorsqu'on continue de B, on part jusqu'à F, on se retrouve encore avec un autre effort, ce qui nous constitue une deuxième coupure. Donc, on va faire une coupure entre B et C. Donc, c'est constitué le tronçon 2. Et ensuite, sans suivant la même logique, on va faire une coupure entre C et D, une coupure entre D et E, et finalement une coupure entre E, I et F. Donc, on aura donc 5 tronçons à étudier. Donc, 5 tronçons à étudier. On va utiliser le même sens des repères. On va compter le sens, on va garder le même sens Y et le même sens des moments. Donc, si on commence par le tronçon 1, pour déterminer P, qui est l'effort tranchant, MF, qui est le moment fléchissant, on va tout simplement faire la somme des efforts appliqués à ce système, ce qui nous donne, ce qui est très simple, donc moins FA, moins T égale à 0. Donc, on a bien les deux efforts qui sont comptés négativement en fonction du repère Y. Et pour le moment fléchissant, on a FA qui génère un moment qui soit égal à moins FA plus X ici qui est le bras de levier. Donc, on calcule le moment au point de coupure. Donc, ce qui nous donne moins FA fois X plus MF égale à 0. Donc, ce qui nous permet de tirer très rapidement T qui soit égal à moins FA qui est égal à 20 kN, et MF qui soit égal à 20X. Donc, quand on trouve toujours le moment fléchissant, on sait que le moment fléchissant est plus ou moins, la dérivée du moment fléchissant est plus ou moins l'effort tranchant. Donc, quand on trouve le moment fléchissant, lorsqu'on fait juste sa dérivée, on doit trouver plus ou moins l'effort tranchant. Donc, ça, c'est une petite astuce pour vérifier qu'on n'est pas en train de faire des erreurs. Donc, au tronçon 2, on va faire pareillement les mêmes affaires. Donc, ici, rien de nouveau. On va également faire la somme des forces du système qui soit égale à 0, donc ce qui nous donne moins FA plus REB moins T qui est égal à 0. Et pour le moment, et pour l'équation des moments, on fait la même chose. Donc, ce qui nous permet de tirer nos équations. Donc, pour le constant 3, on va faire également la même affaire. Donc, on va faire la somme des forces du système égale à 0. Donc, il faut juste suivre les étapes. Et la somme des moments égale à 0. En suivant tout simplement les étapes, on est capable d'écrire les deux équations. Donc, on aura T qui soit égal à 12,143 kN et on a toute l'expression du moment fléchissant. De même au tronçon 4, donc vu que l'équation devient de plus en plus long, la poutre devient de plus en plus long lorsqu'on prend lorsqu'on prend le sens gauche de la coupure. Donc, cette fois-ci, on va prendre le sens droit. Mais on fait attention ici, on doit changer le sens du mouvement fléchissant. Donc, regardez ce qu'on a fait tantôt. Donc, ici, dans le tronçon 3, on a pris le sens du moment et de l'effort tranchant avec ces sens-ci. Maintenant, vu que dans cette partie-ci, on avait pris le côté gauche de la coupure. Maintenant, au tronçon 4, on va faire l'inverse. On va prendre le côté droit de la coupure, ce qui nous permet de changer maintenant. Ça, c'est toujours ce qu'il faut faire. Il faut toujours changer le sens du moment fléchissant et du moment de l'effort tranchant lorsqu'on prend le deuxième morceau de la coupure. Donc, lorsqu'on a fait ça, ce qui revient pratiquement aux mêmes affaires, donc on fait la somme des forces égale à 0, la somme de moment fléchissant égale à 0, en faisant attention aux signes et aux bras de levier. Et on se retrouve avec l'équation
de l'effort tranchant et l'équation du moment fléchissant. Donc, on peut avoir ces deux équations aisément. Donc, pour le tronçon 5, on va toujours prendre le morceau de la fin de la coupure. Vous voyez, lorsque on prend le morceau de la fin, on a une structure beaucoup plus simple. Parce que si on continue à prendre le côté gauche de la coupure, on aura beaucoup d'équations. Vous voyez que en prenant le côté droit, vu qu'on tend vers la fin de la cinquième coupure, on a un morceau beaucoup plus léger, ce qui nous permet de gagner énormément en temps dans le sens des matériaux. Donc, pas oublier de prendre le bon sens de l'effort tranchant et du moment fléchissant lorsqu'on prend le sens droit de la coupure. Donc, on va faire la même affaire. Somme des forces est égale à zéro, somme des moments est égale à zéro, ce qui nous permet de tirer les équations. Donc, on a les équations de l'effort tranchant et du moment fléchissant sur, sur toute la poutre. Ce qui nous permet donc de tracer le diagramme des efforts tranchants et le diagramme de moment fléchissant. Si on fait donc le récapitulatif des équations des moments fléchissants, si on fait dans le récapitulatif des moments fléchissants, on a donc les efforts qu'on a trouvés sur le premier tronçon, deuxième tronçon, troisième tronçon, quatrième tronçon et le cinquième tronçon. Ce qui nous permet de faire le tracé. Donc, on a dans le tracé en... Ok. On a dans le tracé sur le tronçon 1. Dans le tronçon 1, c'est le tronçon entre A et B. Donc, entre A et B, on a trouvé l'effort tranchant qui était égal à 20 kN, donc ce qui nous permet de tracer 20 kN, donc en dessous de 0, vu que c'est compté négativement. Donc, entre B et C, on a trouvé un effort tranchant constant qui était de 27,143 kN. Donc, on fait le tracé également de l'effort tranchant. Et on fait la même affaire pour le tronçon 3. On descend, puisqu'on a un effort tranchant de 12,143, donc on va descendre. Et au tronçon 4, on a un effort tranchant qui n'est plus constant, qui dépend de X. Donc, on voit bien que c'est un effort tranchant. L'effort tranchant a une expression de la forme Y égale à AX plus B. Donc, on sait que c'est l'équation d'une droite. Donc, il suffit tout simplement de remplacer X au point D et de remplacer aussi X au point E et tout simplement de faire le tracé. Donc, pour tracer cela, on a ici besoin de deux points, puisqu'on sait que l'équation ici, c'est l'équation d'une droite qui est de la forme ax plus b. Donc, juste remplacer x par sa valeur au point D. Au point D, x sera égal à 5 mètres. Et au point E, x sera égal à 2 plus 2 plus 1 plus 3. X sera égal à 8 mètres. Donc, dans cette équation, dans l'équation de l'effort tranchant, on remplace x par, on va remplacer x par 5 et également on va remplacer x par 5. On va trouver 12,143 kN. Et si on remplace x par 8, on va trouver 17,857 et ce qui va nous permettre de faire le tracé. Donc, au dernier tronçon, on a un effort constant encore compté négativement qui nous permet de tracer l'effort tranchant, qui nous permet de tracer l'effort tranchant au tronçon 5. Tronçon 5 qui est le tronçon EF, le tronçon entre E et F. Donc, finalement, on trace le diagramme qui nous intéresse dans cet exercice qui est le diagramme des moments fléchissants avec la même affaire. Donc, le diagramme sur le tronçon 1, le moment fléchissant est égal à 20x. 20x, donc on voit bien que c'est l'équation d'une droite. Pour tracer l'équation d'une droite, on a besoin de deux points. Le tronçon 1 qui part de A à B, donc de 0 à 2. Donc, pour x égale à 0, on aura MF qui est égal à 0. Donc, c'est pour ça que la courbe ou bien le tracé commence à 0. Et pour x égale à 2, on aura MF qui est égal à 40, ce qui nous permet de tracer le moment fléchissant dans le tronçon
AB, qui est le tronçon 1, donc le tronçon AB. Donc, on fait la même chose pour le tronçon 2 qui va de B à C. On voit bien la forme de l'équation du mouvement fléchissant qui est bien évidemment aussi une équation de la forme y égale à I plus B. Donc, c'est l'équation d'une droite. On a besoin de deux points pour tracer cette équation-là. Donc, en remplaçant tout simplement x par 2 et x par 4. Donc, puisqu'on a x au point B qui est égal à 2 et x au point C qui est égal à 4. Donc, ce qui nous permet de tracer, euh, de tracer cette courbe-là. On fait la même affaire également au tronçon 3. On voit bien que la forme de l'équation, c'est aussi une équation de la forme y égale à x plus b. Donc, ce qui nous permet de tracer encore le mouvement fléchissant entre C et D. Donc, suivant la même logique, donc on trouve on calcule le mouvement fléchissant pour x égale au point C, x égale à 4 et au point D, x égale à 5. Donc, pour le tronçon 4, on voit bien que la forme de l'équation, on a la forme de l'équation d'une parabole de la forme y égale à x carré. Donc, ce qui nous permet de tracer la forme d'une parabole. On a la forme d'une parabole. Donc, bien évidemment, il faut déterminer l'extrémum. Donc, pour déterminer l'extrémum, vous utilisez les méthodes que vous connaissez de mathématiques. Pour déterminer l'extrémum en mathématiques, on fait la dérivée de la fonction et puis on calcule le point d'abscisse. On cherche le point d'abscisse x0 qui correspond à la dérivée égale à 0, ce qui nous permet de trouver le point d'abscisse où il y aura l'extrémum. Donc, en connaissant dans la forme de la parabole, on sait bien que c'est une parabole, ou bien on peut tout simplement, puisque le but c'est de déterminer juste, de dessiner juste une illustration. Donc, il faut juste connaître quelle est la nature de la courbe. Donc, quand on voit l'équation, on sait que c'est une parabole. Donc, si on détermine le point de départ et le point de fin, on peut déterminer au moins une esquisse. Et finalement, pour le tronçon 5, on a MF qui est la forme de l'équation d'une droite. On remplace, on cherche juste deux points et on fait le tracé. Donc, lorsqu'on a fait le tracé au final, donc vous avez compris la logique pour faire le tracé aussi simple que ça. Lorsqu'on a fait le tracé au final, on se rend compte que le moment fléchissant maximal ou le moment de flexion maximale est à ce point-ci. Donc, on a le moment de fléchissant qui sera égal à le moment fléchissant qui est 40 kN par mètre. Donc, on a donc le moment fléchissant qui est égal à 40 tonnes par mètre. Donc, ce qui nous donne toutes les informations pour calculer la contrainte de flexion maximale. Donc, on rappelle la formule, la contrainte de flexion maximale qui est égale à MF fois Y max sur I. Donc, on avait déjà déterminé Y max et I. On vient de déterminer MF maximal. Donc, on a toutes les informations pour calculer la contrainte de flexion maximale. Donc, en faisant tout simplement l'application numérique, on aura la contrainte de flexion maximale qui sera égale à 2,40 gigapascal. Donc, ça sera tout pour cet exercice. Donc, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un nouvel exercice. Merci.